Voilà, donc 2 ans de travail, du printemps 2021 au printemps 2023, 15 réunions thématiques, 45 personnalités auditionnées, dont 9 présidents de sociétés savantes, 10 présidents de CNP, CNU, dont la liste suit, les tutelles, l'industrie, etc. Un gros travail. Le chirurgien, par rapport au médecin, c'est celui qui opère avec qui travaille avec ses mains, la main. Je vais vous dispenser de l'historique, simplement quelques dates, repères dans cette évolution entre la médecine et la chirurgie. 3 dates simplement. 1163, le concile de Tours, que vous connaissez comme moi. L'horreur de l'Église pour le sang, et donc l'arrêt des médecins clercs pour passer au chirurgien barbier. Deuxième grande date, la première moitié du 19e siècle, et ça commence par les urologues, Jean Sivial, qui fait la première lithotripsie vésicale par cathétérisme de l'urètre. Bonafont suit un ORL en inventant l'autoscope, et surtout les ormeaux inventent l'endoscope opératoire. Ça, c'est une date tout à fait fondamentale, puisqu'il va faire ses premières interventions sous endoscopie. Petit cocorico, puisque ce sont des Français. Et la troisième et dernière date, c'est le dernier quart du XXe siècle, où on assiste à un changement complet de paradigme. Avant, les incisions étaient larges, la grande incision, grand chirurgien. Et après, les voies se sont faites de plus en plus limitées et de moins en moins agressives. Là aussi, les Français ont la part belle. Philippe Mouret à Lyon en 72, qui invente la cœlioscopie opératoire qui va bouleverser la chirurgie digestive, suivi par François Dubois à Choisy. Claude Ligori en 74, qui introduit l'endoscopie souple opératoire et les gestes qui vont avec. Et en vasculaire, Deter, en 64, aux États-Unis, invente la radiologie opératoire en faisant la première dilatation vasculaire, suivi par des Français. Jinjiang, qui invente l'embolisation. Un Suisse, Grunzig, la dilatation coronaire, mais un Français, Puel, à Toulouse, le stent. Et Alain Crivière, Rouen, le TAVI. Donc, ces quelques grandes dates permettent de localiser les choses. Et la France a joué un rôle très important dans cette histoire-là. Alors qu'il s'agisse d'approches transorificielles, qu'elles soient diagnostiques ou thérapeutiques, c'est toute la famille des endoscopies au sens large. ORL, trachéobronchique, digestive haute, urologique, digestive basse, qu'il s'agisse des approches percutanées intravasculaires, qu'elles soient diagnostiques ou thérapeutiques, qui est regroupée sous le vocable de radiologie vasculaire interventionnelle, qu'elle soit périphérique, avec les dilatations, hépatobilio-pancréatique et abdominale, cardiaque, avec les stents, les TAVI, neuroradiologique, avec le traitement des sources d'hémorragie intracrânienne, urogynécologique, traumatologique, ou enfin qu'il s'agisse d'approches percutanées transpariétales, à la fois diagnostiques et thérapeutiques, qu'elles soient ou non robotisées. Ce sont tous les actes sous cœlioscopie, tous les actes de destruction tissulaire percutanée, que ce soit par la chaleur ou le froid, l'arthroscopie, la chirurgie vertébrale, l'interventionnel antalgique, c'est le petit dernier, le traitement des lésions par IFU ou gamma knife, etc., etc. Quel que soit le nom que l'on donne à ces procédures, interventionnelles, opératoires, mini-invasifs, endoscopiques, peu importe, quels que soient les individus qui les réalisent, ces actes très nombreux procèdent de la même philosophie, être moins invasifs et plus efficaces. Et c'est sûr qu'ils entraînent un bouleversement majeur de la médecine et de la chirurgie actuelle. Donc, quelle que soit notre formation initiale, je crois qu'il faut considérer que nous sommes tous actuellement dans le même bateau.
Alors, quelles sont les conséquences de ces approches non incisionnelles? Vu leur nombre, les conséquences sont extrêmement nombreuses et lourdes, et on peut les regrouper en 7 grands chapitres. Premièrement, un estompage du clivage historique entre les chirurgiens et les médecins et le développement de sous-spécialités. Ces modalités opératoires ont gommé la frontière traditionnelle entre la médecine et la chirurgie, dans la mesure où un même geste thérapeutique peut actuellement être effectué par un chirurgien ou un médecin, par exemple remplacement d'une valve, une anastomose digestive, une cure d'anévrisme, dans la mesure où un même opérateur peut utiliser alternativement, voire simultanément, des voies incisionnelles, transorificielles ou percutanées, par exemple en urologie, en ORL, en vasculaire. Ces nouvelles procédures ont entraîné une balkanisation de certaines disciplines. Certaines spécialités qui étaient à l'origine purement diagnostiques sont devenues actuellement à la fois diagnostiques et thérapeutiques, comme la radiologie, la cardiologie, les gastro-entérologie, et sont apparues des spécialités dans la spécialité. Par exemple, en cardiologie, les rythmologues, les angioplasticiens, les imageurs, les poseurs de valves, etc. Donc, une explosion de certaines spécialités. Deuxième conséquence, l'importance qu'a pris la technologie et le coût élevé de cette technologie. Ce coût est si important, aussi bien en ce qui concerne l'achat, les consommables que la maintenance, qu'il oblige à rationaliser l'acquisition de ces salles, leur gestion et leur utilisation, créant ipso facto la nécessité d'un fort volume d'activité, de blocs communs, d'une utilisation pluridisciplinaire des blocs. Et par ce fait, engendrant un risque potentiel de déséquilibre régional, donc une possible inégalité de l'accès aux soins, comme le montre cette carte de France de la pose des TAVI en 2019, où vous remarquez l'hétérogénéité des sites de pose. Troisième point, c'est un point de sémantique dont Pascal nous parlait tout à l'heure. Est-ce qu'on doit dire interventionnel ou opératoire? C'est vrai qu'interventionnel, le terme interventionnel possède une certaine ambiguïté, puisqu'il désigne à la fois une technique, la lithotripsie interventionnelle, un opérateur, neuroradiologue interventionnel, et même un lieu, secteur interventionnel protégé par exemple. Certains de ces actes interventionnels, qu'ils soient transpariétaux ou transorificiels, quel que soit le type de guidage, sont source actuelle de difficultés de classification, qui est faite souvent par assimilation, voire impossible à réaliser, ce qui complique les choses. C'est pour ça que certains voudraient remplacer interventionnel par opératoire, ce qui se défend, pour désigner un acte manuel, transpariétal ou transorificiel, diagnostique ou thérapeutique, qu'il soit réalisé par un médecin ou un chirurgien, par exemple, cardiologie ou radiologie opératoire. Et donc, celui qui réalise l'acte deviendrait par le fait même un opérateur. Cette appellation, qui possède une grande logique, permet de se baser non plus, comme autrefois, sur l'appartenance à une spécialité ordinale qui reflète de moins en moins fidèlement la réalité, mais sur une pratique professionnelle fondée sur une formation validée, et j'insiste sur le terme validé, et sur un accès aux nouvelles technologies, ce qui est beaucoup plus logique à l'heure actuelle. Donc un spécialiste ne pratique plus tous les actes de sa spécialité, et de même qu'inversement, un même acte peut être réalisé par plusieurs spécialités. Ainsi, tous les actes effectués par des chirurgiens sont des actes opératoires, mais inversement, tous les actes opératoires ne sont plus faits par des chirurgiens. Quatrième conséquence, la révision de la CCAM, la classification commune des actes médicaux. Actuellement, l'inscription des actes médicaux dans la CCAM, donc leur tarification, est extrêmement perturbée
par des évolutions techniques permanentes qui entraînent des impossibilités, des approximations et des codages par assimilation. D'où la création du Haut Conseil des nomenclatures, présidé par François Richard et co-présidé par Christian Espagnaud, que nous entendrons tout à l'heure, qui se base sur une description logique, précise et évolutive des nouvelles pratiques, basée pour chaque geste sur 5 items: l'action thérapeutique, la topographie de l'organe traité, la voie d'abord, le mode de guidage et les techniques ou les énergies employées, comme un dispositif médical implantable, la navigation, le laser, etc. Cette révision est extrêmement importante puisqu'elle va faciliter la tenue et la pertinence de registres qui vont prendre une place très importante dans l'avenir et l'obtention de données économiques plus fiables qu'actuellement. Le 5e point, la 5e conséquence de ces changements, c'est la modification des formations. Tout ça, ça s'apprend. Formation initiale et continue. À l'évidence, ces nouvelles technologies vont entraîner une révision en profondeur des formations médicales initiales et continues. La mise en place actuelle de ces nouvelles formations est variable en fonction des spécialités, de leurs composantes médicales et chirurgicales. Par exemple, l'intégration est acquise dans les spécialités mixtes, l'urologie, l'ORL, la gynéco par exemple, ainsi qu'en vasculaire et en radiologie. Elle est progressive dans d'autres spécialités comme en orthopédie et rhumatologie. Elle rencontre des difficultés potentielles en cardiologie et il existe des frictions nettement plus marquées en digestif. Pour plus de détails, ceux que ça intéresse se retrouveront dans la publication de l'Académie nationale de médecine. 6e conséquence et de taille, de poids, c'est la réorganisation des blocs. L'interventionnel couplé aux méthodes plus classiques chirurgicales va nécessiter une réorganisation des blocs opératoires avec ouverture de salles hybrides pour la réalisation d'actes opératoires, potentiellement par de multiples voies d'abord. Ces salles seront munies de différents systèmes de guidage, auront un environnement sécuritaire, notamment une radioprotection de bonne qualité, et pourront être associées à la robotique et à la réalité augmentée. D'où un coût important qui va imposer la rationalisation de leur usage et par le fait même un certain débit, une multidisciplinarité. Et enfin, la 7e et dernière conséquence est un accès aux soins égalitaire, réaliste et efficace sur tout le territoire. Il est évident, et ça va de soi, que tout n'est pas possible partout pour des raisons humaines et financières évidentes, mais il est aussi sûr que de plus en plus d'hommes et de femmes politiques, de professionnels, d'associations ont compris la nécessité de regroupement de structures, parfois à distance, pour une prise en charge optimale. D'où une nouvelle organisation pensée à différentes échelles, la ville, le département, la région, voire même le pays complet, qui va impliquer le regroupement des structures hospitalières, à la fois hospitalo-universitaires, non hospitalo-universitaires et privées, de nouvelles façons de penser les transports, les transferts, et de revoir l'hébergement des malades et de leurs proches lors de ces déplacements à distance. Voilà, selon notre groupe de travail, les conséquences prévisibles du changement de paradigme auquel on assiste actuellement et de la montée en puissance réellement exponentielle de l'interventionnel en médecine, ce qui a donné lieu à 4 recommandations par l'Académie nationale de médecine. Des choses très simples. Quand on discute un RCP d'une exploration ou d'un traitement chirurgical ouvert, il faut considérer également les approches percutanées, endovasculaires ou endoscopiques. Lors de la consultation d'indication opératoire, il convient d'avertir le patient en toute objectivité et de lui fournir une information éclairée sur les différentes méthodes thérapeutiques,
qu'elles soient incisionnelles, transpariétales ou endoscopiques, leurs bénéfices et leurs risques relatifs. Proposer à chaque spécialité, ça c'est un point tout à fait majeur, de recenser l'ensemble de ces actes diagnostiques et thérapeutiques par voie endoscopique ou percutanée, en définissant pour chacun de ces actes la qualification, la formation et l'accréditation des opérateurs qui auront l'autorisation de les réaliser, les sites et les moyens matériels qui sont nécessaires à leur réalisation et des objectifs d'efficacité. Et enfin, utiliser ce recensement spécialité par spécialité pour faciliter la tenue des registres et permettre une refonte de l'enseignement et des certifications suite à cette refonte. Je vous remercie de votre attention. Bien. C'est nous qui te remercions pour cet exposé très clair et dans les temps de parole parfaitement respectés. C'est un état des lieux bien évidemment très complet puisqu'il provient d'un rapport sur lequel vous avez été nombreux à participer. Je crois qu'il y avait une commission avec un certain nombre de membres qui peut-être mériteraient d'être cités, appartenant aux deux académies. Alors, je rassure Francis Michaud, personne ne déplore l'évolution vers le mini-invasif ou les traitements endochirurgicaux, dits également interventionnels. Alors, on reviendra peut-être pour cette notion de sémantique. En tout cas, tout le monde est bien d'accord pour dire que nous sommes tous endoscopistes, chirurgiens classiques, des opérateurs. Il n'y a évidemment aucune discussion, tout à fait d'accord sur la liste très exhaustive présentée. J'ai beaucoup apprécié les schémas. Sur la nécessité de repenser l'organisation des blocs opératoires avec les salles hybrides, qui comportent bien évidemment la radiologie interventionnelle, et sur la grande question posée, celle du maillage, qui n'est pas propre à cette activité, du maillage territorial, en particulier concernant les activités d'urgence. Dans une des conclusions, il manquait le mot transorificiel. On a vu endoscopique, c'est un peu dommage parce que incisionnel, il y a le transorificiel, et qui a été cité pendant la présentation, mais qui est quand même de plus en plus développé, sous d'autant qu'on peut atteindre les cibles, même à distance, des conduits naturels. Voilà, alors on va débattre peut-être. La question de l'appellation, je sais que tout le monde n'est pas d'accord. Est-ce que c'est le moment d'en discuter peut-être? Comme ça, on va évacuer le problème. Oui, Hanchback. Iraj Grandbach. Quand on parle d'un chirurgien, on sait de qui on parle. Mais quand on parle de médecin, on ne sait pas de qui on parle. Prenons l'exemple de cardiologie. En France, il y a 6000 cardiologues. Parmi ces 6000 cardiologues, il y en a 1200 qui font des angioplasties coronaires. Et parmi ces 1200, il y en a 100 qui font ce qu'ils appellent les structurels, c'est l'école Létavie, etc., etc. Alors, il y a une grande différence entre celui qui fait structurel, qui est tout proche de ce qu'on appelle la chirurgie cardiaque, et le cardiologue clinicien qui prend l'attention, qui parle, qui fait un électrocardiogramme et qui fait un écho. Mais on fait tout le monde un cardiologue, tandis que les lignes de frontières doivent complètement changer. Donc, ce que je propose, il y a les cardiologues cliniciens et il y a des cardiologues opérateurs. Tant qu'on n'arrive pas à imposer ce genre de choses, on parle des choses différentes. Il est évident que quand vous venez à l'Institut du cœur, celui qui fait ta vie, vous ne pouvez pas savoir si c'est un radiologue, si c'est un cardiologue ou si c'est un chirurgien, parce qu'ils ne font que le même travail, le même boulot. Donc, je pense qu'il faudra, quand tu feras le deuxième rapport, te dire, il y a des opérateurs, cardiologues, opérateurs, radiologues ou digestifs. Par exemple, discussion qu'on avait avec les chirurgiens, avec les gastro-entérologues, ils étaient vent de lui en disant qu'il fallait faire les 6 ans de CES digestif. Alors, on va y venir, c'est l'objet de la prochaine commission. Mais seulement quand on regarde les nombres des digestifs qui font des interventionnels, c'est tout petit vis-à-vis de la masse des gastro-entérologues. Donc, il faudra qu'on impose des gastro-entérologues opérationnels ou opératoires, tout ce que vous voulez, et les autres. Alors, on est bien d'accord. Tous, mais d'ailleurs, ça a été dit, tous sont des opérateurs. Oui. On peut même aller encore plus loin, Iraj.
et mettre peut-être un certain nombre de degrés dans les opérateurs. Parce qu'on le voit chez les cardiologues et on le voit chez les gastro-entérologues. En fait, les interventions lourdes, sous-interventionnelles, sont faites par un très petit nombre de gens. Il y a peut-être 10% qui font de la thérapeutique et 1% qui font de la thérapeutique lourde. Donc, il y aura probablement des opérateurs d'un certain niveau, A, B, 1, 2, ou que sais-je. Il y aura probablement des degrés dans les opérateurs avec des formations différentes et des accréditations différentes. Ouais, il y a déjà des noms qu'on peut éliminer. François va prendre la parole, mais j'entendais opération non incisionnelle ne recouvre pas tout. La cardiologie, alors il n'y a pas de mot opératoire et non incisionnelle, sauf qu'elle est transvasculaire. Tous ne sont pas des actes endoscopiques, à commencer par les actes endovasculaires. Donc, il y a. Alors, l'interventionnel, le mot est discuté. François Richard va sans doute intervenir sur la question, il l'a étudié de près. Et ce sont tous des actes opératoires. Et encore une fois, on est tous d'accord pour dire que tous ces intervenants sont des opérateurs, qu'ils aient une formation médicale à la base ou chirurgicale. Non, le terme opératoire, d'ailleurs, Gérard l'a montré dans sa présentation, le terme opératoire est celui qui est le moins sujet à caution et qui, vis-à-vis des malades, explique le mieux ce que fait le médecin qui est devant lui. Et pour distinguer les médecins qui n'utilisent pas leurs mains et les médecins qui utilisent leurs mains, qu'ils soient médecins ou chirurgiens, avec des niveaux éventuellement différents. Je voulais juste intervenir sur le fait de la réorganisation, parce que ces opérateurs, un autre élément pour les appeler opérateurs, c'est que dans 10 ans, et ça, je vous conseille de relire le rapport sur la chirurgie en 2025 qu'avec Jacques Beaulieu, on a écrit en 2013, où tout ça est déjà décrit. Et bien, du fait de la concentration des blocs opératoires et d'autre part de la réorganisation du maillage territorial qu'on avait écrit également dans le rapport de 2013, on s'aperçoit que obligatoirement, tous ces gens-là vont être des opérateurs. Ils vont être dans des blocs opératoires. Bon. Et en plus de ça, le terme d'interventionnel, il reste valable pour définir éventuellement des sous-groupes. C'est vrai que pour les radiologues, pour distinguer un radiologue qui fait que du diagnostic et un radiologue qui fait de la thérapeutique, le terme d'interventionnel ne pose pas de problème. On dit un radiologue interventionnel, on sait ce que ça veut dire. L'interventionnel comme ça, en termes non plus d'adjectifs, mais de noms communs, d'abord, il n'existe pas dans la langue française, et puis deuxièmement, il est trop vague, comme Gérard l'a dit. Donc, je pense que c'est important que petit à petit, on s'habitue tous à utiliser les bons termes, parce que si même Charles Dotter, qui est le chirurgien vasculaire, qui au départ a créé et a fait le premier acte de radiologie interventionnelle, a écrit que le mot interventionnel ne voulait rien dire, était uniquement un terme marketing. C'est lui qui l'a écrit. Donc, je crois que ce que tu as proposé là, le terme d'opérateur et d'opératoire, sur lequel a insisté Iraj, est très important. On a beaucoup réfléchi à la question, beaucoup creusé, on a consulté tous les dictionnaires existants, et c'est sûr que trouver une définition interventionnelle est non seulement difficile, mais impossible. Il n'existe pas en français de définition de l'interventionnel. Oui, alors que c'est un terme effectivement qui peut être influencé par l'anglo-saxon. C'est possible. Alors, Hubert Joannet voulait intervenir. Oui, d'abord merci pour ce travail que vous avez mené, parce que ça permet quand même d'éclairer et puis de réfléchir à l'avenir. Tu as évoqué le problème l'avenir des spécialités ordinales, qui se trouvent un peu mélangées, mais est-ce qu'en fait, on n'en est déjà plus là? Parce que les préoccupations d'un chirurgien orthopédique qui fait des prothèses de hanche n'ont rien à voir avec ceux qui opèrent sur la main. De même, les chirurgiens hépatobiliaires n'ont pas du tout les mêmes préoccupations que les chirurgiens colorectaux. C'est-à-dire qu'à l'intérieur des spécialités, il y a déjà des pôles qui font que, par exemple, Denis Castin est un bon exemple, qui est un chirurgien hépatobiliaire qui a beaucoup développé l'interventionnel. D'ailleurs, parce que finalement, il n'avait pas d'offre de soins à côté de lui et il a créé ça lui-même. Et donc, on n'est plus là au niveau des spécialités, mais on est au niveau des si j'ose dire, des pôles d'activité. Enfin, on peut dire ça comme on veut, mais
À l'intérieur des spécialités, les pôles maintenant se différencient de plus en plus. Alors qu'à l'époque, un chirurgien orthopédique pouvait tout opérer, maintenant c'est terminé. Il ne peut plus Oui, faire toutes les c'est opérations. un autre aspect, Les peut-être. pôles se différencient et les outils permettant de faire le travail demandé par cette sous-spécialité se différencient aussi complètement. Dans une même spécialité, l'un va utiliser le système opératoire ou l'interventionnel et pas l'autre. En orthopédie, on ne voit pas d'interventionnel sur une prothèse de hanche. Par exemple, un chirurgien de la main le fera pour l'instant. Pour l'instant. Et je pense qu'Icoline nous en parlera tout à l'heure. Est-ce qu'il y a... Oui, bien sûr.